Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui en cette fin de trêve internationale, reprise de l'entraînement aujourd'hui au campus PSG, préparation du match face à Brest samedi à 21h, la reprise de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Pour moi, c'est tout simplement la saison qui commence enfin. Certes, on a joué 3 matchs officiels sur la fin du mois d'août en Ligue 1. Il y a eu cette trêve internationale complètement inutile. Il y en a une autre dans un petit mois, mais d'ici là, il y a quand même 6 matchs avec deux Ligue des Champions, dont le déplacement à Arsenal. C'est très intéressant. On est chaud bouillant, les gars, de retour pour traiter l'actualité terrain. Alors, pour aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé en sélection pour nos joueurs et parler de la grosse info de cette trêve internationale, à savoir la prolongation de Luis Enrique, le contrat qui est prêt. Visiblement, le PSG veut le prolonger dès maintenant. Alors installez-vous, c'est parti, on va parler de tout ça. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec cette information de Fabrizio Romano. Le PSG a préparé le contrat pour que Luis Enrique s'inscrive sur la durée à la tête du projet qu'il mène depuis plus d'1 an maintenant. L'acte 2 a déjà commencé, va bien sûr entamer les choses sérieuses la semaine prochaine face à Gérone au Parc des Princes. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent casser leur tirelire sur un match de Ligue des Champions cette saison, ne le faites pas sur celui de la semaine prochaine parce qu'il y a un huis clos pour la tribune Auteuil. Rappelez-vous, il y avait eu des feux d'artifice face à Milan le 25 octobre 2023. On avait pris un sursis et du coup, on a craqué des fumigènes sur la demi-retour face à Dortmund. Le sursis a sauté. Huis clos complet pour la tribune Auteuil la semaine prochaine. Donc forcément, l'ambiance devrait en prendre un coup dans le Parc des Princes. Bref, revenons à Luis Enrique. Il y avait déjà des échos positifs ces dernières semaines concernant une prolongation dans les médias espagnols. Donc des sources du côté de Luis Enrique. Les médias français, c'est vrai qu'on les attend un petit peu sur ce dossier en fin de saison dernière, notamment sur l'entre-deux matchs Barcelone-Dortmund. Il y avait des papiers RMC, l'équipe qui disait ça y est, le PSG veut inscrire Luis Enrique machin sur la durée. Mais depuis, bon, on les entend un petit peu moins. Là, ils ont eu toute la trêve internationale. On a aujourd'hui dans l'équipe un papier ultra détaillé sur le litige avec Kylian Mbappé, mais rien sur la prolongation de Luis Enrique. Ça me paraît quand même très important parce que je parlais d'Mbappé il y a 20 secondes. Je pense que ce sera un des sujets de la vidéo de vendredi. On n'aura peut-être pas le temps de le traiter aujourd'hui parce que bien sûr, c'est un des derniers sujets dans mes brouillons, mais faut quand même en parler parce qu'il y a un risque que ça ait un impact. Finalement, on est sur une situation qu'on peut comparer avec celle de Mbappé l'année dernière, à savoir quelqu'un qui a quand même les clés du camion à 10 mois de la fin de son contrat, et donc la prolongation semble un petit peu obligatoire. Voilà. Alors bien sûr, Luis Enrique et le PSG n'ont pas les relations qu'avait Kylian Mbappé l'année dernière, mais grosso modo, c'est vrai que là-dessus, on est un petit peu dos au mur, parce que le voir pas prolongé, alors ça dépend dans quelles conditions. Un licenciement après une défaite prématurée en Ligue des Champions, ou alors lui qui claque à porte, là ce serait un vrai coup dur, parce que bien sûr, il est à la tête de ce projet, il a été dans les processus de recrutement cet été, mais bon, aujourd'hui visiblement, voilà, il y a quasiment aucun monde où ça arrive, et on veut le prolonger maintenant. Voilà, alors c'est vrai qu'on pourrait demander à attendre les premiers résultats en Ligue des Champions, surtout avec la nouvelle formule, le tirage de la mort qu'on se tape. Par le passé, Laurent Blanc, on le prolonge après Manchester City pour le virer 2 mois après pour Unai Emery, rappelez-vous en 2016. Bon, l'idée là, c'est de s'éviter des indemnités trop grosses, bien sûr, hein, parce que Laurent Blanc, quand tu le prolonges, juste après pour le virer, tu sors plus de 20 millions, je crois. Voilà, donc le frérot a vécu sa meilleure vie, mais bon, nous, déjà que là, on est sur 55 millions avec Mbappé qui vont se disputer en justice.
à un tournant du projet où les 800 millions de chiffre d'affaires qu'on a fait 2 fois sur les 2 derniers exercices semblent quand même difficiles à réitérer sans Messi, sans Neymar, sans Mbappé. C'est vrai que, bon, si on pouvait s'éviter des indemnités trop lourdes en cas de licenciement, mais là, Luis Enrique a quand même beaucoup de crédit auprès de la direction, à Doha visiblement aussi, et aussi, bien sûr, chez les supporters. Moi, je suis pour le prolonger maintenant, voilà, bien sûr, parce que déjà, je suis au fait de ce marché des entraîneurs très compliqué. Je pense au Bayern qui a peiné à trouver un entraîneur et qui au final se retrouve avec Vincent Kompany. Donc c'est vrai que nous, passer de Christophe Galtier à Luis Enrique l'année dernière, ça a été un gap quand même très important, quoi. C'est comme quand on est passé de Michel Baker à Nuno Mendes en 2021. Fallait se mouiller la nuque. Vraiment. Et donc, c'est vrai que là, je vois pas de grosses opportunités sur le marché. On y reviendra un petit peu plus tard. Là où j'attends vraiment Luis Enrique au tournant cette saison, c'est vrai que c'est sur les gros matchs de Ligue des Champions. Il a hypothéqué beaucoup de premières mi-temps la saison dernière avec des compos initiales qui n'étaient pas bien sentis, voilà, pas bien lus, avec des choix dont on peut discuter. Alors Real Sociedad, Ruiz numéro 6, Vitinha relayeur, au final il inverse les rôles à la mi-temps. Parce qu'en première on prend un bouillon pas possible. Contre le Barça, il titularise Lee Kangin et Marco Asensio. Et au final, les deux ne répondent pas, sont perdus sur le terrain. Alors, d'un côté, on peut dire, Lee Kangin et Asensio, ça fait un lien avec leur très bon début de saison. On peut se rappeler justement ce match où ils n'avaient pas répondu, donc à leur entraîneur qui leur avait fait confiance. De l'autre côté, on peut aussi dire peut-être que les joueurs avaient des consignes de la part de l'entraîneur qui étaient assez floues. Voilà, peut-être une titularisation qui leur a été annoncée un peu tard, avec des rôles difficiles à interpréter comme ça. Pour une première dans le grand bain. Voilà. Contre Dortmund, pareil, le match retour. Mettre Ramos titulaire numéro 9 pour au final la prestation qu'il a fait. Je sais que en ce moment Ramos est un peu est en vogue et tout ça, parce que c'est vrai que quand il reviendra, normalement ça sera notre 9 titulaire. Mais en demi-retour de Ligue des Champions contre Dortmund, ça a été quand même très compliqué. Et pourtant, il a eu des occasions de but, tu vois. Moi, j'ai vu des gens s'arrêter sur les occasions de Fabian Ruiz à l'aller, mais Fabian, c'est un milieu de terrain. Le 9, c'est quand même son rôle de marquer. Et il a été en position de le faire. Il ne l'a pas fait sur le match retour au Parc. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une prestation où là encore, là, c'est plus lui qui n'a pas répondu à la confiance de Luis Enrique, tu vois. Le 4-2-4 à Newcastle, rappelez-vous aussi en tout début de saison. En Ligue 1, pour le coup, on travaille vraiment nos adversaires, on respecte le championnat. Et il va falloir de toute façon le faire cette saison, parce qu'il y a un impératif de prendre de l'avance en championnat pour pouvoir faire tourner en fin de saison si on se qualifie au tour suivant de Ligue des Champions, et en prévision aussi de la Coupe du Monde des clubs en juin. Voilà, il va pas falloir se lancer dans une course effrénée au titre de champion à l'échelle nationale. Donc là-dessus, j'ai une totale confiance en lui. C'est vrai qu'il a réinstauré un groupe qui respecte vraiment la Ligue 1, qui se bat jusqu'au bout et qui fait des prestations très abouties avec des adversaires qui sont très travaillés. Donc ça, c'est au crédit du staff, donc ça fait plaisir. Sa communication, on va pas se mentir, quand tu es entraîneur au PSG, ça prend une grande partie du jugement, voilà, surtout chez les supporters lambda, les observateurs aussi, voilà, qui juge aussi beaucoup là-dessus. Bon, c'est vrai qu'elle est bonne en grosse partie. Il prend la lumière, il prend les responsabilités, il instaure un climat de sérénité, notamment autour des grands matchs. Il fait passer des messages. Parce que ses détracteurs disent, oui, il y a certaines postures qui sont un peu bizarres, incompréhensibles. Il se dit content des mercatos, alors que 6 mois après, en janvier, l'année dernière, par exemple, il dit je suis content du milieu en septembre, et puis en janvier, il dit les gars, faut signer Bruno Guimaraes ou Joshua Kimmich. Bon, ça c'est véridique, je suis d'accord avec ça, mais il y a eu aussi d'autres moments où il a fait passer des messages, alors avec des joueurs au statut moindre, sur des enjeux peut-être aussi un peu différents. Mukiele après le Havre, rappelez-vous, carton rouge de Donnarumma, il dit il y a le carton rouge de Donnarumma, mais devant lui il y a une ligne un peu qui fait n'importe quoi, il dit ça dans les grandes lignes, j'ai plus la déclaration exacte. Ugarte, là par contre j'ai la déclaration exacte quand il fait son live Twitch où on lui parle du numéro 6 et où il dit moi mon 6 il doit organiser le jeu, il doit avoir une grande technique et pas qu'une science du placement et de la défense. Bon, là il envoie un scud complet à l'Uruguayen et au final Ugarte part
dans le cadre d'un transfert définitif après une saison. Donc ça fait plaisir. Il a su trancher dans le vif, voilà, dire à sa direction, ça marche pas, ne me sortez pas l'excuse de la saison d'acclimatation qu'il faut lui laisser une seconde chance, je n'en veux plus. Après voilà, c'est vrai qu'il y a aussi ces fameuses postures un peu bizarres dont je faisais écho tout à l'heure, hein, se dire très content du mercato pour au final quelques mois plus tard demander des recrutements en classe mondiale. Mais même si en public il a cette posture, en privé il travaille. Parce qu'on sait que voilà, 10 mois après, on a recruté João Neves et Désiré Doué, deux recrutements très qualitatifs dans le milieu de terrain, où il a eu un rôle majeur dans le processus de recrutement. Donc ça, c'est plutôt bon. La dernière en date, c'est la question sur les coups de pied arrêtés défensifs qui lui a été posée il y a quelques semaines en conférence de presse et où il répond « Non, il n'y a aucun problème, je vois aucun problème là-dessus ». Alors que le problème, tout le monde le voit, il est limite lunaire en fait. Une équipe qui prétend à la Ligue des Champions, à ce genre de match, à jouer des clubs de première ligue en fait, qui ont tous dans leur staff quelqu'un dont c'est le métier de travailler l'organisation défensive, les combinaisons offensives, des coups de pied arrêtés. Alors que nous, justement, on a expressément refusé cet été de prendre quelqu'un dans le staff pour ça. Bon, c'est plutôt compliqué. Je demande à voir une amélioration dans la prochaine semaine. Je note quand même que sur le dernier match face à Lille, il y a eu une tentative d'organisation. Déjà, on a joué le hors-jeu sur certaines séquences de coups francs un peu reculés pour les Lillois. Voilà, notamment sur le but refusé. Sur les corners, pareil, il n'y en a aucun qui a passé le premier poteau. Alors après, c'est aussi parce que peut-être ils étaient mal tirés. Quand ça passe pas le premier poteau, c'est qu'en général, voilà, ça finit sur un joueur avant. Mais on avait mis deux joueurs dans cette zone-là. Donc voilà, nous voir jouer les hors-jeux sur coup de pied arrêté défensif, c'est pas un hasard. Ça rappelle le Barça de Luis Enrique, parce que rappelez-vous 2014-2015, le match au Parc des Princes où justement eux nous tendent le piège et on tombe dedans comme des bleus. De son côté, veut-il prolonger ? Ça c'est aussi une question. Bon, visiblement elle est vite répondue parce que il semble avoir une liberté assez inédite à l'échelle de l'RQSI. À l'échelle bien sûr du football mondial en fait, parce que pour faire un lien avec son ancien club le Barça, bon, je pense que Hansi Flick a moins de liberté que lui sur le mercato, c'est-à-dire que Luis Enrique, quand il demande quelqu'un qui le veut absolument, bon, disons qu'on a quand même une force financière assez inédite, première ligue quoi, sur le marché. Donc bien sûr pour un entraîneur, ça joue, faut qu'il garde ça à l'esprit, ce bon vieux Luis Enrique. Le trio avec Nasser, Luis Campos semble bien marcher. Bon, dans l'équipe, là, il y a 15 jours, il disait qu'il y avait eu quelques dissensions cet été, mais qu'elles avaient été réglées en interne de manière très pacifique et que ça n'a pas du tout fuité dans les médias. Donc voilà, ça c'est très bien. Et puis c'est normal. Il semble se plaire à Paris, voilà. Bon, on va voir, mais normalement, c'est vrai que bon, ça devrait, Hansi Flick devrait partir sur un cycle au Barça. Je vois pas quelle opportunité pourrait s'ouvrir à lui qui serait mieux en fait que ce projet. Et comme je disais, nous, c'est vrai que de notre côté, bien sûr qu'on n'a pas intérêt à changer. Voilà, bien sûr qu'il faut le prolonger parce que c'est un entraîneur classe mondiale et qu'il y en a très peu sur le marché. Alors il y a Jürgen Klopp. Alors il a dit qu'il a pris sa retraite, machin. Peut-être qu'il pourrait reprendre un banc, mais Jürgen Klopp, c'est pas du tout un entraîneur qui colle avec le PSG. Voilà, la ville de Paris aussi. Il y a Guardiola. Honnêtement, je ferai une petite parenthèse sur Guardiola. Fin de contrat juin 2025. Rappelez-vous, juste après le sacre en première ligue l'année dernière, il avait fait une déclaration un peu évasive. Il a dit ouais, je suis plus proche de la fin que du début et tout ça. Il l'a un peu tempéré cet été. Voilà, il a dit voilà, je voulais pas du tout dire que j'allais partir, que j'allais pas prolonger. On va discuter avec le club et tout ça. C'est sa 9e saison à Manchester City. C'est assez énorme. Mais c'est vrai que s'il se retrouve sur le marché, voilà, en juin libre et tout ça. Alors, il avait été annoncé du côté du Brésil, du côté de l'Angleterre pour prendre la relève de Southgate, pour devenir sélectionneur. Mais c'est vrai que voilà, s'il y a cette opportunité, bon, peut-être que je la réfléchirai parce que tout simplement Guardiola, c'est recruter le maître. Voilà, après avoir eu l'élève Luis Enrique, c'est peut-être un peu réducteur ce que je dis là, mais je vois un gap quand même encore entre Guardiola et Luis Enrique. Avec tout le respect que j'ai pour Luis Enrique, c'est vrai que voilà, c'est le maître en la matière et je pense que si le Qatar peut se faire ça, en plus un petit pied de nez aux Émirats qui le possède actuellement avec Manchester City, bon, mais on en est très très loin quoi. C'est
vraiment du gros hypothétique. Et pour moi, c'est le seul scénario où on peut réfléchir à se séparer de Luis Enrique. Il n'y en a aucun autre où on ne prolonge pas Luis Enrique. Voilà, passons à la trêve internationale. Quelques petites choses assez intéressantes à dire sur nos joueurs qui ont joué déjà. Certains ont pris du rythme, à commencer par Nuno Mendes qui a joué 2 fois 90 minutes avec le Portugal contre la Croatie et l'Écosse. Voilà, alors, comme le Portugal l'avait massacré à la Coupe du Monde, rappelez-vous, sa blessure post-Coupe du Monde, bien sûr que c'est sur cette phase de poule au Qatar où ils ont poussé, ils ont tiré. Alors le joueur a aussi donné son aval, mais voilà, le staff savait très bien ce qu'il faisait avec lui, et donc voilà, c'est vrai qu'ils ont tiré sur la corde. Ils ont leur responsabilité sur la blessure ces dernières années de Nuno Mendes. Donc là, le voir jouer 2 fois 90 minutes au Portugal, alors que nous, dès qu'il y a une petite alerte, ça y est, on le sort de l'entraînement collectif, on le met hors du groupe pour le prochain match, ça peut faire grincer des dents. De l'autre côté, pour une fois, ça lui permet de prendre du rythme. Parce que c'est vrai qu'il a loupé le match contre Lille pour une infection virale. Visiblement, il était malade. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça se trouve, c'est une excuse. Ça se trouve, il a une petite blessure et tout ça, et le club veut pas inquiéter et tout ça, donc fait passer l'excuse de la maladie. Mais au final, 2 fois 90 minutes, 5 jours après, peut-être que c'était vraiment une maladie contre Lille. Il a mis 2 passes décisives intéressantes, les 2 pour Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, à chaque fois, ça me fait de la peine parce que Ronaldo le calcule même pas sur sa célébration. Il va faire son truc tout seul. Il y a aucun, il pourrait mettre en valeur, voilà, ce petit jeune Nuno quand même qui a quand même une palette ultra complète, parce que j'en viens à ces 2 passes D sur centre déjà. Voilà, quelque chose où Achraf Hakimi, Dembélé par exemple, n'excelle pas vraiment. Voilà, on peut pas dire ça de ces 2 joueurs-là. Par contre, voilà, alors celui contre l'Écosse, c'est un centre où il est certes excentré, mais il fait une différence individuelle juste avant. Voilà, il part de la ligne de touche, il élimine un joueur, il prend de vitesse, il fait le centre. Par contre, celui contre la Croatie, il est très intéressant parce que il est un peu plus arrêté. C'est sur une phase d'attaque placée, si on peut dire ça comme ça. Et c'est un peu un centre long pour Ronaldo qui reprend tout de suite, qui fait penser d'ailleurs au centre qu'il met pour Hakimi contre Montpellier. Magnifique centre. Ça me fait penser aussi au centre de Digne face à la Belgique sur le but de Randal Kolo Muani lundi soir. Alors là, c'est plus sur un second ballon, c'est pas marqué directement, mais Digne, voilà, phase arrêtée, long ballon, Dembélé qui frappe, Randal qui prend le second ballon, but. Ça, c'est très intéressant. Pour une équipe comme Luis Enrique qui adopte un jeu positionnel, très posé, possession et tout ça, avoir un joueur capable de déclencher un centre dans la boîte de manière très reculée sur une phase arrêtée, franchement, ça c'est quelque chose que je demande je demande à revoir. Déjà parce que Nuno fait marquer depuis des positions reculées, et au cas où il fait pas marquer, ça te laisse la possibilité de jouer un second ballon dans la surface adverse. C'est quand même un peu plus intéressant de le jouer là que plus bas sur le terrain, bien sûr, parce que potentiellement le second ballon, c'est une frappe. Randal contre la Belgique, justement. Je faisais bien un peu avec l'équipe de France. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. En plus, pour revenir sur son match face à la Croatie, sur le premier but du Portugal, il fait une très belle passe. Je crois que c'est pour Bruno Fernandes. Entre les lignes, en étant dans une position un peu reculée, style 3e central, comme il l'est au PSG en ce début de saison. Voilà, une passe bien appuyée, qu'il maîtrise, on l'a vu la faire à plusieurs reprises au PSG, et qui lance justement l'action. Donc c'est l'avant-dernier passeur. Donc ça fait vraiment très plaisir de le voir dans ce rôle-là. Je comprends encore une fois pourquoi il est 3e central au PSG avec Hakimi qui monte plus haut, parce que justement Nuno Mendes a cette qualité de passe qu'Hakimi n'a pas. Hakimi ne fera jamais de passe entre les lignes, de passe en profondeur comme Nuno le fait. Hakimi ne fera jamais de centre déposé comme Nuno l'a fait pour Hakimi, l'a fait pour Ronaldo. Voilà, on va pas se mentir. Donc voilà, ça, parce que c'est vrai qu'il y a un grand débat. Oui, Nuno doit être un peu plus offensif. Sur les petits matchs de Ligue 1, je comprends qu'on joue qu'avec 2 centraux. Mais après voilà, sur les gros matchs comme Lille, les matchs de Ligue des Champions et tout ça, je comprends ce choix de mettre Achraf plus haut que Nuno Mendes, même si c'est vrai que aussi plus haut, Nuno est un joueur capable de faire des différences en partant arrêté, encore quelque chose où il est sûrement meilleur qu'Achraf, qui a aussi d'énormes qualités de coffre et bien sûr de fiabilité, parce que Achraf, à la différence de Nuno, c'est vrai que sur les 2 dernières saisons, c'est quand même un joueur qui a enchaîné beaucoup plus que ce bon vieux Nuno. Bon, Vitinha, lui, s'est blessé au premier match du Portugal. Bon, rien de grave, il est revenu par précaution à Paris, et finalement, il sera apte pour le match contre Brest ce week-end, donc ça fait plaisir.
Ce qui est intéressant, c'est que le match face à la Croatie, il l'a joué en tant que numéro 6 au Portugal, alors que en sélection, ce poste semblait dévolu à Palhinha. Voilà. Et donc, Vitinha se pérennise en milieu défensif. Il joue dans des contextes un peu différents. Donc là, celui d'une sélection nationale, d'un match de National League. Donc voilà, c'est assez intéressant de noter ça. Fabian Ruiz doublé contre la Suisse. Son sélectionneur de la Fuente a dit que c'était le meilleur milieu du monde actuellement. Rien que ça. Pour le coup, lui, c'est cool. Il prend du rythme. Voilà, il a joué les 2 matchs. Et bon, voilà, on le sait, il n'a pas beaucoup joué. Il est revenu plus tard que les autres de vacances. Son entrée contre Lille, elle était bizarre parce que défensivement, il était dans le ton. Il a gagné des duels, il était plutôt bien passé, il était vraiment dans le tempo sur les interventions. Alors qu'on prenait des vagues, justement. On était vraiment sur une séquence où Lille dominait. Par contre, techniquement, il était complètement hors sujet. C'est ça que j'ai pas trop compris sur son entrée contre Lille. Et là, avec la blessure de Warren, bien sûr, il va avoir sûrement du temps de jeu, des ouvertures à ce poste-là, à voir, hein, avec Lee Kangin aussi, voilà, qui est capable de jouer relayeur droit, qui a fait un bon début de saison, avec qui il va y avoir une vraie question concernant son temps de jeu, parce que quand il rentre, il est bon, voilà, et du coup, il postule à une place de titulaire, quoi. Désiré Doué aussi, qui était rentré relayeur droit sur le premier match face à Montpellier. Après, contre Lille, il était rentré ailier droit, mais rebasculé à gauche très rapidement. Et puis, pour revenir sur Warren, zéro chance en équipe de France, quoi. Zéro chance parce que là, il y a une lésion musculaire au mollet. Alors, on sait pas trop jusqu'à quand il sera absent. Bon, visiblement, Brest, c'est mort. Giron, il est très incertain. Et je suis pas pour tirer sur la corde avec lui. Surtout que maintenant, on est plutôt bien gardé au milieu de terrain. Après, pour se rassurer, dans le communiqué de l'équipe de France, il est dit que c'est Deschamps qui a décidé du forfait. C'est pas le médecin. Il est dit que Deschamps, après concertation avec le médecin, a décidé que voilà, Warren était forfait pour le match face à la Belgique. Bon, ça peut rassurer que ce soit le sélectionneur qui décide ça. Ça veut dire que c'est plus de la précaution qu'une blessure grave. Parce que c'est vrai que lésion musculaire au mollet, quand tu tapes sur Internet sans être médecin, tout de suite on te dit, en fait, ça peut être une blessure qui prend 15 jours comme 5 semaines. Donc c'est vrai que c'est plutôt rassurant quand on lit le communiqué, même si bien sûr, voilà, sur le match contre Brest, qui va être intéressant ce match, hein. C'est vrai que Brest, c'est une équipe qui avait joué sur nos défauts, qui nous avait bien préparé la saison dernière au match face à la Real Sociedad, rappelez-vous. Comme j'ai dit dans une dernière vidéo, c'est vrai que la Real Sociedad, c'était une équipe qui avait allongé, qui jouait long, qui cherchait voilà un relais avec son numéro 9 et tout ça. Rappelez-vous la prestation de Danilo dans les airs. Et du coup, Brest, qui faisait pareil, nous avait préparé sur les 2 matchs de Ligue 1 et Coupe de France qu'on avait joué coup sur coup contre eux. Là, c'est différent. Parce que Brest, justement, devrait avoir ce même plan de jeu. Du coup, mettre en lumière nos petits soucis, peut-être Vitinha, les duels aériens. Pacho aussi, on attend de voir Pacho comment ça va se dérouler sur une équipe qui allonge. Mais du coup, ça ne nous préparera pas vraiment à la Ligue des Champions parce que Giron comme Arsenal, c'est des équipes qui jouent déjà dans la même structure que nous. 3-2-2-3 et qui veulent bien sûr la possession. Alors Giron, on va peut-être se détendre quand même, c'est leur première en Ligue des Champions, on va voir. Dans tous les cas, il faut absolument gagner ce match, prendre les 3 points pour partir sereinement sur cette première phase de Ligue qui va être capitale. Bref, on va se retrouver vendredi pour continuer notre petit tour d'horizon. On va parler de l'équipe de France, de Kylian Mbappé et bien sûr du match contre Brest. Ce sera un petit avant-match. On se retrouve à ce moment-là. Du coup, les gars, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit du coup à très vite. Allez, Paris avant tout. Ciao les amis, prenez soin de vous.